Alors la chaîne, elle a commencé, on va dire, tranquillement, avec une détermination forte. Et j'ai pas envie de continuer à travailler en vrai. Elle est peut-être un peu trop variée, ma chaîne. Là, ça fait 2 mois et j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc je pense que ce côté authentique a plu. 90% des chaînes YouTube n'atteindront jamais les 1000 abonnés. J'essaie pas de reproduire des vidéos qui existent déjà. Je fais partie des 1%. J'essaie vraiment d'apporter ma touche à moi, ma vision du monde, mes expériences. J'ai fini par dire, moi je demande une rupture conventionnelle. Donc je suis devenu un peu la bête noire de mon entreprise. Je cherchais pas à nuire, je cherchais juste à défendre mes intérêts. Donc là, je sens l'entourloupe. Donc là, je suis un peu dégoûté de leur manigance. Ils vont faire une erreur. C'est que là, ils me menacent de me virer. C'était une clause abusive. Ça veut dire que c'était un chantage déguisé. J'attends de voir s'ils vont vraiment exécuter leurs menaces. Je me suis totalement loupé. Mais imaginons le pire des scénarios. Si tu vas pas dans leur sens, ils t'évincent sans état d'âme. Il me reste peu de temps à vivre. La fin du cauchemar est proche. J'ai rien à perdre. Alors aujourd'hui, on va faire un point sur mon bilan. Le bilan des 2 mois. 2 mois de ma chaîne YouTube. Donc on va faire en 3 points. D'abord tout ce qui concerne ma chaîne YouTube, où j'en suis. Mon travail. Je suis passé à mi-temps. Je vais vous expliquer ce qui s'est passé. Et enfin un point sur mon avenir. Quelle est ma stratégie de sortie du travail et de mon après. Alors on commence de suite par ma chaîne YouTube. Donc je l'ai sorti sur un coup de tête. J'ai fait une chaîne YouTube. Je vous invite à regarder la première vidéo. C'était vraiment pas préparé. C'était une sorte de déclic que j'ai eu. De me dire, il me reste peu de temps à vivre. Même si je suis relativement jeune, j'ai 45 ans. J'ai fait conscience que il me reste 20 ans vraiment pour profiter. Et j'ai pas envie de continuer à travailler en vrai. Et j'ai fait ma chaîne YouTube en improviste. Avec une détermination forte. Avec beaucoup d'authenticité. Et je me suis lancé dans cette aventure en me disant je vais faire une vidéo par jour en expliquant un peu ma vision du monde. J'avais beaucoup de choses à dire sur plusieurs sujets, sur plusieurs thématiques. Donc c'est vrai que elle est peut-être un peu trop variée ma chaîne, mais c'est moi quoi. Il y a plusieurs sujets qui m'intéressent, la philosophie, la sociologie, le côté minimaliste, comment je gère mon argent, comment je vois en fait la vie aussi, ma notion du bonheur, tout ça. Donc, beaucoup de choses à partager. J'ai commencé déjà à partager pas mal. Alors la chaîne elle a commencé on va dire tranquillement. Il y a quand même eu un certain on va dire engouement. J'ai eu des bons retours positifs. Beaucoup de soutien. C'est vraiment important quand on crée une chaîne comme ça d'avoir du soutien parce que si dès le début on sent qu'on fait de la merde, ça décourage. Alors j'ai pas fait forcément que des bonnes vidéos, loin de là d'ailleurs. Mais dans l'ensemble ça a plu. J'ai eu beaucoup d'adhésions. Très vite je me suis demandé combien si je me lançais un objectif. Avant la fin de l'année, je l'ai ouvert en mois de mai. Fin mai, j'ai ouvert ma chaîne fin mai. Là on est fin juillet, ça fait 2 mois. Et je m'étais demandé quel serait l'objectif avant la fin de l'année. Et je m'étais dit, si en 7-8 mois j'arrive à faire 1000 abonnés, je serais vraiment content. Ce serait un super objectif parce que je m'étais renseigné. Et la moyenne, il faut compter 1 an, voire 1 an et demi pour arriver à 1000 abonnés. Et là ça fait 2 mois. Et j'ai dépassé les 1000 abonnés. Donc c'est incroyable. Pour moi, c'est incroyable parce que il y avait du contenu qui n'était pas préparé. Je me suis forcé à faire une vidéo par jour avec une qualité qui était pas forcément au rendez-vous. J'ai commencé sans micro, j'ai commencé sans montage, une qualité approximative dans ma chambre sur un fond blanc qui me correspond quelque part. La simplicité, le minimalisme. Donc je pense que ce côté authentique a plu. Je me suis peut-être démarqué par rapport à ça. Et en tout cas,
réussir cette performance de 1000 abonnés en 2 mois, c'est, comme je vous dis, assez exceptionnel. Alors, je ne suis pas le seul, hein, mais il y en a qui font même beaucoup mieux. Mais déjà, la probabilité, elle est vraiment faible parce que faut savoir que 90% des chaînes YouTube n'atteindront jamais les 1000 abonnés. Donc déjà, je fais partie des 10% des créateurs de contenu qui arrivent à monétiser leur chaîne. Il faut savoir qu'à partir de 1000 abonnés, tu es rémunéré par la publicité de YouTube. Donc à partir de maintenant, je vais gagner entre guillemets de l'argent, même si ça va être des montants ridicules hein, au début. Je vais faire des 30-40 euros par mois, mais psychologiquement, ça fait plaisir en fait. Au-delà de l'argent, le plaisir de se dire qu'on fait partie d'une minorité de personnes qui a réussi. Je vous dis, il y a un 10%. Et l'exploit de le faire en 2 mois, au lieu de 1 an ou 1 an et demi, c'est encore plus rare. Je fais partie des 1%. 1% des gens qui ont réussi à avoir 1000 abonnés en 2 mois. Donc c'est pas pour me la péter ou quoi que ce soit, hein, c'est juste voilà quelque part de me dire qu'il faut essayer les choses, qu'il faut des fois oser. Parce que moi ça fait un moment que enfin en vrai depuis la création de YouTube, j'ai toujours voulu créer ma chaîne pour être indépendant financièrement ou pouvoir juste faire du contenu. Et j'ai jamais vraiment pris le temps ni le courage en fait, le courage de montrer mon visage. Et finalement, je me suis rendu compte que à vouloir trop bien préparer les choses, on finit par ne jamais rien vouloir faire finalement quand on veut vraiment le faire trop bien. Donc je me suis lancé avec, je vous dis, un contenu qui est approximatif et j'essaye petit à petit de l'améliorer, d'améliorer mon contenu. J'essaye aussi d'avoir une vision très différente des autres. J'essaie pas de reproduire des vidéos qui existent déjà. J'essaie vraiment d'apporter ma touche à moi, ma vision du monde, mes expériences. Peut-être que c'est ça qui plaît aussi. Je me donne pour objectif, en tout cas, de ne pas abandonner et de l'améliorer constamment. Maintenant, on va faire un point sur le travail. Là, c'est un peu plus compliqué. Alors, si vous avez suivi le bilan du mois dernier, je vous ai expliqué que j'étais passé à mi-temps. À ma demande, j'étais passé à mi-temps. Et pour vous reprendre l'histoire, c'était que ma boîte voulait arrêter les heures de nuit. Moi, j'étais dehors de nuit depuis le mois de janvier, donc ça faisait 6 mois que j'étais dehors de nuit. Et ils ont voulu arrêter les heures de nuit. Je me suis battu en leur disant que ils pouvaient pas comme ça nous couper du jour au lendemain, nous changer d'horaire, hein, nous passer de journée. Et comme ils voulaient nous l'imposer, j'ai fini par dire moi je demande une rupture conventionnelle. Et comme je sais qu'ils veulent pas faire de rupture conventionnelle, hein, ils ont fini par trouver un sort de compromis. On a été quelques-uns à rester dehors de nuit, mais un peu sous la contrainte de leur part parce qu'ils auraient préféré eux qu'on arrête. Donc je suis devenu un peu la bête noire de mon entreprise, malgré moi, hein, parce que moi je cherchais pas à nuire, je cherchais juste à défendre mes intérêts. Eux, ils voulaient nous basculer comme ça, changer d'horaire en 15 jours, avec toute la réorganisation que ça demande. Dans la foulée, ils m'avaient non seulement accepté de garder les heures de nuit, mais ils m'avaient dit Nicolas, vous avez demandé il y a quelques mois de faire un mi-temps, et on vous l'accorde. On vous l'accorde, faites-nous un papier comme quoi vous êtes conscient de la perte de salaire, tout ça, qu'elle sera effective au 1er juin. Alors, moi j'étais content, hein, j'étais surpris mais content. Et donc j'ai fait cette lettre, j'explique que je suis conscient de la perte de salaire, que ça sera effectif à partir du 1er juin. Mon mi-temps, c'était qu'en fait je travaille plus les vendredis en fait. Je travaille une journée de moins. Donc les vendredis du mois de juin, je suis pas venu travailler. Et là, qu'est-ce qui se passe, c'est que fin juin, on me dit que j'ai des absences injustifiées le vendredi. Et ils me disent oui parce que vous n'avez pas encore signé l'avenant. Donc pour l'instant, c'est des absences injustifiées. Alors moi je dis je veux bien signer un avenant, il n'y a pas de souci. Donc ils m'apportent un avenant. Et dans l'avenant qu'ils veulent me faire signer, ils me disent que je suis conscient que les horaires de nuit peuvent s'arrêter à tout moment.
et que c'est juste une période de test. Donc là, je sens l'entourloupe. Hein. Je me dis, ok, en fait, ils m'ont accordé mon mi-temps en contrepartie de, en gros, que j'accepte de repasser de jour, quoi. Parce que si je signe cet avenant, 15 jours après, ils peuvent me repasser de jour. Donc là, je suis un peu dégoûté de leur manigance. Sauf que ils vont faire une erreur. C'est que moi, je vais garder les papiers. Je vais pas signer l'avenant. Et je vais garder les papiers qu'ils m'ont proposés à signer. J'ai dit, je vais y réfléchir. Et il y avait 2 documents. Il y en avait un du RH qui me disait, félicitations, votre demande de mi-temps est acceptée. Et après, il y avait l'avenant que j'ai pas signé. Donc j'ai prévenu ma direction que je voulais pas signer cet avenant parce qu'il y avait cette clause qui me dérangeait. Et ils m'ont bien fait comprendre que si je la signais pas, eh ben je restais à temps plein. À quoi j'ai répondu non. Non, je ne resterai pas à temps plein parce que j'ai un document qui me dit que ma demande est acceptée. Donc, vous étiez d'accord pour pas que je passe à mi-temps. Il n'y a pas de raison maintenant de me le refuser. Moi, je suis d'accord pour signer un avenant. Je veux juste que dans l'avenant soit uniquement précisé que je passe à mi-temps et pas des clauses supplémentaires. Voilà où j'en suis. C'est que là, ils me menacent de me faire des absences injustifiées et de me virer. Alors moi, je suis protégé hein, parce que j'ai ce document qui me dit que ma demande a été acceptée. Donc si jamais ils me refusent, s'ils me licencient pour ça, ça ne veut pas dire que c'était une clause abusive, parce que moi j'étais prêt à signer un avenant. Ça veut dire que c'était un chantage déguisé pour me faire accepter des conditions qui étaient hors propos par rapport à ma demande initiale qui était de passer à un mi-temps. Donc je veux dire, juridiquement, ils sont en tort. Donc voilà, j'attends de voir. Ils me font des menaces. Alors j'attends de voir s'ils vont vraiment exécuter leurs menaces. J'ai fait une vidéo là-dessus de dire que les gens qui menacent, c'était des faibles. C'est des gens qui passent pas à l'acte. Sinon, ils n'auraient pas besoin de menacer. On va voir si ma théorie est bonne. Hein. Je vous renvoie à la vidéo. J'ai fait une vidéo là-dessus. On va voir si ma théorie est bonne et si au contraire, je me suis totalement loupé. Mais encore une fois, je suis très confiant parce que peu importe en vrai, peu importe si s'ils essayent de me licencier, parce que déjà je pourrais me défendre juridiquement. Donc si je gagne, eh ben c'est tout bénef pour moi. Quand bien même je serais licencié, j'aurais quand même droit au chômage, sachant que moi je voulais arrêter le travail à partir de janvier. Je voulais démissionner de moi-même, j'aurais pas eu le chômage. Donc là en vrai, je serais encore plus gagnant que je sois licencié en vrai. Je sais même pas pourquoi je laisse pas faire la procédure, parce que en vrai c'est tout bénef pour moi. Hein. J'aurais 1 an et demi de chômage si jamais je suis licencié, parce que là ça sera pas une volonté de ma part, hein, donc j'ai droit au chômage. Et quand bien même, dans le pire des cas, imaginons le pire des scénarios, en vrai, bon bah, au pire, je demande le RSA pendant quelques mois, le temps de peaufiner mes projets. Donc je suis vraiment pas dans la merde, hein, moi je suis vraiment confiant. Je suis vraiment confiant, je suis un peu déçu parce que je me rends compte que le monde de l'entreprise c'est vraiment nul en vrai. C'est vraiment décevant, ouais. Ça fait 10 ans que je suis dans la boîte, j'ai jamais posé de problème. Et de voir que si tu vas pas dans leur sens, ils t'évincent sans état d'âme. Bon, je suis pas surpris non plus que ça, mais bon, bref. Donc là, je vous tiendrai au courant de l'évolution très prochainement. Et dernier sujet que je vais aborder avec vous, c'était donc mon avenir. Donc moi, j'ai pour projet de quitter mon boulot à partir de janvier, peut-être avant. Ça sera pas de mon choix. Je vais entre guillemets subir une décision que j'aurais pas anticipée. Et l'objectif donc c'est d'arrêter vraiment de travailler. Je dois passer au notaire le 19 août pour l'achat d'un T2,
un T2 que je paye cash. Je vais payer cash au prix de 80 000 euros et qui va me permettre soit d'y habiter, soit de le mettre en location, sachant que j'ai déjà un appartement qui a été payé cash. Donc avec 2 appartements, ça me laisse beaucoup de choix en fait. Soit vivre dans l'un et louer l'autre, soit de revendre celui que je suis actuellement, ce qui coûte un peu plus cher, et de le placer en bourse ou dans un livret CAT. Je ne sais pas si vous connaissez les livrets CAT, c'est de l'argent que vous bloquez pendant de 6 mois à 5 ans et qui peuvent rapporter 3 à 4%. Donc c'est des bons placements. Sachant que moi je vis avec 500 euros par mois. Si j'arrive à avoir 4-5 000 euros rien que d'intérêt, ça me couvre quasiment tous mes frais. Donc voilà, je suis en train vraiment de peaufiner là sur la deuxième partie. Qu'est-ce qui va être le plus rentable? De faire du Airbnb, de faire du meublé. Je suis en train d'envisager toutes les solutions. Dans un premier temps, donc acheter mon appartement. Voilà, donc grosso modo, j'en suis. En tout cas, je suis de plus en plus confiant dans ma démarche. Je me rends compte que même avec les difficultés au boulot, là, c'était pas évident de gérer la pression qu'ils me mettent. Je me rends compte que j'ai une certaine liberté et de me dire la fin du cauchemar est proche. Bientôt, je vais avoir une liberté totale. Et ça fait vraiment du bien de sentir que finalement, il y a peu d'impact sur moi. J'ai conduit ma vie à me mettre dans cette situation actuelle, c'est-à-dire j'ai pas de prêt, j'ai pas d'enfant. En fait, il n'y a rien qui peut me mettre une pression, en fait. J'ai rien à perdre. Et du coup, c'est hyper rassurant. Et je suis content, en fait. Je suis content de moi, je suis content de mes choix. Et je vais vous faire partager donc les prochaines étapes, ma vision de la vie, mes aventures. Donc abonnez-vous et je vous dis à très bientôt.